Télé 50 pour l'essentiel de l'actualité. Après les titres, place au développement, bienvenue à tous. Le monde célèbre aujourd'hui la journée internationale des casques bleus. Bonsoir Mathieu, bienvenue à tous le rapport quotidien. Merci à tous si vous avez suivi de partout. L'actualité continue avec la revue de presse. Et c'est l'heure de la revue de presse avec à la présentation Arlette Marondo, présente en BBC Afrique. Le grand rendez-vous de l'actualité qui a dominé la semaine qui vient de s'achever, c'est la rétrospective de votre fidélité à Télé 50. Information 24h/24. À chaque heure, à toute heure. Télé 50, simplement congolais. L'Église catholique des États-Unis condamne tous les groupes armés qui sèment les troubles dans l'Est de la RDC, notamment le M23. C'est le président de la commission Justice et Paix de la conférence épiscopale des États-Unis qui a porté la voix de tous les catholiques américains qui disent non à la balkanisation du Congo. Lambert Mende ce lundi devant la presse, le gouvernement congolais se dit satisfait des sanctions de la communauté internationale contre le Rwanda pour son soutien au M23. Déclaration du ministre des Médias et Communications. Et puis un trophée de plus à Télé 50 après le prix d'excellence octroyé il y a quelques semaines en qualité de meilleure chaîne en Afrique centrale. Télé 50 a reçu un nouveau prix d'excellence. La cérémonie a eu lieu samedi à Kisangani. Principaux titres à la une de l'actualité. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 pour cette nouvelle édition du journal. On commence d'abord avec cette rencontre. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a reçu dans son cabinet de travail le ministre de l'Intérieur et décentralisation du Congo-Brazzaville. Ensemble, ils ont échangé sur plusieurs points, notamment sur le dossier du général Mololé qui jusqu'ici est réclamé par la justice de la RDC. On l'écoute. Nous avons été dépêchés par le président de l'administration de Sceaux pour remettre un message. Et il est difficile pour nous d'en dévoiler le contenu parce que c'est un message écrit destiné à un chef d'État. Oui, nous avons tous suivi l'ancien général Monéné, mais il faut reconnaître que le gouvernement de la République du Congo, par l'entremise du ministre d'État, directeur de cabinet, fait un communiqué officiel. Mais nous dénonçons cela, cette attitude du général, de l'ancien général Monéné, et nous pensons que ça se répétera plus. Monéné était admis au Congo, reçu au Congo. C'était juste sur le plan humanitaire que nous l'avons accueilli, mais il n'a pas fait des déclarations de ce genre. Et nous pensons que les deux gouvernements ont travaillé dans ce sens, comme l'avait dit le ministre, mon frère Mende, tout dernièrement le 27 juillet dernier. Et on parle également du satisfait du gouvernement congolais face aux sanctions adoptées par la communauté internationale contre le Rwanda pour son soutien au M23. C'est le ministre des Médias Lambert Mende qui l'a déclaré au cours d'un point de presse ce lundi à Kinshasa. Et réagissant à la requête du gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, quant à l'évaluation de l'accord du 23 mars 2009 avec les 55 groupes armés de l'époque, Lambert Mende a précisé que nulle part cette requête ne mentionne une négociation avec les forces négatives. En écoutant. Je voudrais que vous sachiez que le gouvernement de la République a reçu très positivement la requête du gouverneur Julien Paluku. À l'examen, il ne ressort nulle part dans cette requête l'idée d'un quelconque choix préférentiel en faveur d'un type de gestion de la sale guerre qui est imposée au peuple congolais, un choix qui exclurait le recours à toute autre approche. Et je voudrais à cet égard, au nom du gouvernement, réitérer d'emblée le maintien, du reste rappelé clairement par M. le Président de la République dans son entretien de samedi avec la presse nationale, d'une réponse en forme d'un tableau triptyque. Des actions politiques et diplomatiques se déployant autour de la riposte militaire reste plus que jamais dans l'agenda du gouvernement et des institutions congolaises
face à ce défi sécuritaire majeur qu'affronte notre peuple. Et on abolit la requête du gouverneur du Nord Kivu dans tous les sens, on n'y trouve nulle mention d'une négociation avec quelque force négative que ce soit. Au cours de ce même point de presse, le ministre Lambert Mende soutient au nom du gouvernement congolais la thèse avérée de l'agression rwandaise. Le ministre congolais s'est basé sur les preuves contenues de l'apport des experts de l'ONU. Le porte-parole du gouvernement congolais évoque notamment des uniformes et munitions de la Rwanda Defense Force retrouvés au front. Ainsi, pour nos partenaires rwandais, le seul fait que le rapport des experts des Nations Unies ne corresponde pas à la version qu'ils souhaitaient voir développée sur ces graves événements du Nord Kivu, afin de dissimuler les vrais acteurs, rendrait ce rapport peu crédible. Ce type d'argumentation ne tient pas la route. C'est le moins que l'on puisse dire. Étant entendu qu'au fait, on n'oppose pas des états d'âme ou des arguties. Les recrues de nationalité rwandaise arrêtées dans les rangs du M23, c'est une réalité. Les uniformes de l'armée rwandaise qu'ils portaient sont une réalité. Des armes sorties des arsenaux du Rwanda Defense Force, également une réalité. Tout cela ne relève pas de témoignages biaisés. Les réponses contenues dans la réplique du gouvernement du Rwanda taxent d'évidences fabriquées ou de témoignages téléguidés toutes les preuves apportées par le rapport des experts. Il faut vouloir se défendre à tout prix pour nier, par exemple, l'évidence des uniformes de Rwanda Defense Force découverts sur des éléments attrapés sur le front du M23 à proximité de Runyonyi. À propos toujours de cette crise, après les condamnations des États-Unis d'Amérique, c'est au tour de l'Église catholique de ce pays de hausser le ton contre les groupes armés qui sèment les troubles dans cette partie du pays. C'est le président de la commission Justice et Paix de la conférence épiscopale des États-Unis qui a porté la voix de tous les catholiques américains qui disent non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Il est à la tête d'une forte délégation reçue ce lundi par le vice-ministre de l'Intérieur pour lui transmettre ce message. La bancarisation de la paie des enseignants du primaire et secondaire, ça y est, l'opération poursuit son bonhomme de chemin. Les enseignants continuent à percevoir leur salaire au guichet de banque. Ces opérations effectives, donc depuis ce lundi 30 juillet, concerneront dans un premier temps 20 000 agents habitant la ville de Kinshasa, CANSAD, d'une des banques commerciales de la capitale où s'effectue cette paie avec Eric Lucotti. Tumulte joyeux et des appels de numéros. C'est sous cette ambiance que s'est déroulée cette première journée de paye des enseignants du secteur public par voie bancaire. L'organisation qui est mise en pied ici, c'est que lorsque l'enseignant arrive, on lui donne un jeton. Donc on sait que c'est l'ordre d'arrivée. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Et donc vous voyez ici à côté, il y a toute une équipe qui procède par l'identification de l'enseignant. Après cette étape d'identification, on procède par l'ouverture du compte. Donc il va en bas, on ouvre, d'ailleurs l'ouverture du compte est automatique. Maintenant il peut aller au guichet pour obtenir son salaire. Donc, nous avons mis des facilités à disposition, 4 agences notamment, pour pouvoir ouvrir ces comptes et payer rapidement nos fonctionnaires. Les fonds sont disponibles sur la banque et les bénéficiaires plutôt soulagés, à l'instar de ce monsieur. C'est une chose convenable que nous avons trouvée, parce que de cette façon, il y a lieu d'éviter beaucoup d'abus et beaucoup d'injustices qui se commettaient. C'est ce que je peux appeler les douleurs d'accouchement, d'accouchement. C'est peut-être le début, mais une fois que la structure sera mise en place, je crois que les choses vont marcher comme sur les roulettes. En réalité, la paye pour nombre de ce nouveau client de banque s'effectue le lendemain. Aujourd'hui, il était plutôt question d'en finir avec les formalités d'usage. Dimanche, sur terrain, choisi par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo pour visiter la ville de Kinshasa, le chef du gouvernement voulait se rendre effectivement compte du niveau déjà atteint par les différents services chargés de la propreté de la capitale. Dans l'ensemble, le constat est relativement positif, mais il reste beaucoup à faire, avec bien entendu le concours de toute la population.
Kinshasa, ville assaillie. Le gouvernement central y tient fermement, voilà qui justifie la tournée du Premier ministre à travers la ville. Les personnalités qui ont accompagné Matata Ponyo sont directement liées au dossier de l'insalubrité. Il s'agit du ministre provincial du Plan et celui de l'Éducation. Première étape, le centre d'affaires où de beaux bâtiments sont en pleine construction. À côté, c'est un camion transformé en poubelle. C'est déjà une force, c'est pas un camion, pas le on est laissé quelqu'un, c'est-à-dire un logis sur le pavé, sur la route. La prochaine fois qu'on va le passer, il faut que ça continue là. Partout les cortèges est passé, le chef de l'exécutif national a donné des instructions précises. D'abord, ma question, on nous achète aussi des mégaphones. Hein. Au moment où on travaille, donc comment ça se passe avec notre motoculteur, on va faire les sensibiliser, d'abord parce que c'est ma poubelle, un beau que ça ailleurs, l'union beau qu'on a ailleurs, donc depuis qu'on fait, donc ça va aller. On est là des buts à but, mais il faut aussi parler, parce que ça intéresse tout le monde, la propriété. C'est pas seulement les gens qui travaillent, le gouvernement, la population aussi, c'est un problème de maladie aussi. Depuis qu'il était à la tête du ministère des Finances, Matata Ponyo, dirigé sous l'égide du chef de l'État et des commissions interinstitutionnelles chargées de rendre salubre la capitale Kinshasa. Le programme est budgétivore, il exige 129 millions de dollars américains pour sa matérialisation. Nous sommes sous le boulevard du 30 juin, devant l'immeuble Cercas, un ennemi de l'embellissement de la ville a déterré méchamment pelouses et fleurs plantées à cet endroit afin d'y garder ses matériaux de construction. L'État a mis les moyens, l'État a arrangé, un individu est arrivé, il a tout enlevé, il a mis les personnes. L'assainissement de la ville de Kinshasa, mieux de toutes les villes de la République démocratique du Congo, intéresse au plus haut point le Premier ministre Matata, qui exige un suivi systématique. Plus de doutes possibles, le 14e sommet de la francophonie aura bel et bien lieu à Kinshasa. Yamina Ben-Guigui, ministre française déléguée à la francophonie, a exprimé satisfaction au terme de sa visite de 3 jours à Kinshasa. On l'écoute. Je repars avec beaucoup de messages et beaucoup d'enthousiasme pour la préparation de ce sommet. Les infrastructures sont très avancées. Nous restons force de proposition, aussi bien dans l'organisation que dans pratiquement tous les domaines. Donc voilà, c'était un très bon voyage. Yamina Ben-Guigui a donc regagné son pays depuis dimanche. Et puis le directeur général adjoint du Centre d'évaluation, d'expertise et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses a reçu ce lundi dans l'avant-midi le consultant allemand à la coopération pour la région de Grand Lac à son cabinet de travail. Objectif, définir et mettre sur pied un cadre de programme pour la formation des agents de l'État, mais surtout en particulier les agents du secteur judiciaire afin de lutter contre l'exploitation illégale et la fraude minière en RDC. Le secteur minier, l'un des plus convoités en République démocratique du Congo, comme tant d'autres, a également besoin de structuration, réforme et modernisation. Et c'est ce qui justifie cette rencontre entre directeur général adjoint du Centre d'expertise, d'évaluation des certifications des minerais et le consultant allemand à la coopération pour le CIRGL. Ces échanges se sont plus focalisés sur les substances minérales précieuses et semi-précieuses. Il s'agit au finish d'arriver à lutter efficacement contre l'exploitation illégale, la fraude minière et la sécurisation du secteur en vue d'une meilleure traçabilité des minerais à l'extérieur du pays. L'objectif est de définir et de mettre sur pied un programme de formation à destination des agents de l'État, particulièrement des agents du secteur judiciaire, qui leur permettra d'être en mesure de mener des enquêtes pour lutter contre les problèmes de fraude minière et d'exploitation illégale dans le secteur minier. C'est un processus international qui regroupe plusieurs États, mais l'apport de son pays dans
ce cas sera surtout un apport en expertise technique pour faire en sorte que les questions de fraude minière puissent être combattues, pour que les atouts et les richesses qui sont présentes sur le sol de ce pays puissent rester dans les mains du pays et du peuple. Une des résolutions qui ont sanctionné la rencontre entre le CEEC et la coopération allemande au développement GIZ, c'est la mise en place dans un futur proche d'une formation destinée aux agents de l'État de la RDC pour mieux sécuriser ce secteur, l'un des plus importants pour la relance économique et le développement de la RDC. De quoi sont capables les services de régie des voies aériennes et de la MONUSCO au cas où un avion avec des passagers à bord connaissait au tarmac? On va le découvrir tout de suite dans cet élément, puisque les équipes anti-incendie et médicales de l'aéroport international de Djibouti étaient soumises à cet exercice de simulation proche de la réalité dénommé Convex SOAN. L'action vise à tester leur niveau de capacité d'intervention. Ça s'est déroulé sur le tarmac de l'aéroport de Kinshasa. C'est ce qu'on appelle un exercice de simulation proche de la réalité. Convex SOAN, une première en présence des autorités, et c'est pour tester la capacité opérationnelle des services. C'est un exercice qui est très important pour l'aéroport et pour toute la ville, parce que tout le monde est assujetti. Toutes les autorités vont être au courant. Il y a un très grand effort de coordination de part et d'autre. Et ça nous permet de voir grandeur nature, comment les choses se passent, et surtout, de manière particulière, d'améliorer la capacité opérationnelle des différents services. Mais je recommande aussi que ça se passe non seulement à Kinshasa, à Kisangani, à Lubumbashi, partout pour que nous puissions avoir la capacité opérationnelle optimale. Pour Flight Congo, dans un des anciens avions a servi à cet exercice, la collaboration RVA et MONUSCO est encouragée. Toutes les organisations travaillent ensemble. Il y a une coordination, il y a un timing, il y a une organisation. J'ai trouvé que c'était vraiment bien mené. Une réussite ce Convex SOAN qui révèle la capacité des services aéroportuaires à intervenir en cas d'urgence et rassurer les compagnies d'aviation étrangères qui, à l'occasion du 14e sommet de la francophonie, se poseront pour la première fois sur le sol congolais. Encore un nouveau trophée pour Télé 50. Cette fois-ci, c'est à Kisangani. Elle a reçu le prix d'excellence Singamande, décerné par l'ONG Sciences et Technologies. Et c'est son directeur général, Jean-Marie Kassamba, qui a fait le déplacement de Kinshasa pour recevoir ce prix d'excellence. Voici le résultat du travail abattu durant 2 ans par la chaîne de télévision Télé 50, de nouveau primée, meilleure chaîne de télévision sur l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est à plus de 1000 km de sa station de Kinshasa, à Kisangani dans la province orientale, que le trophée d'excellence Singamande lui a été décerné par l'organisation non gouvernementale des sciences et technologies. Et c'est son directeur général, Jean-Marie Kassamba, qui l'a réceptionné. Comme vous le savez, Télé 50, c'est une chaîne que nous avons mis en place pour permettre à notre pays d'avoir un autre son de cloche, surtout au plan international, mais aussi permettre à ceux qui exercent ici d'avoir de références en termes audiovisuels. Une chaîne qui travaille essentiellement avec les jeunes congolais. Grille de programme, prestation des journalistes et traitement de l'information conforme aux normes, autant d'éléments ont constitué les critériums du plébiscite. La cérémonie était riche en couleurs, avec la participation de plusieurs personnalités de la province orientale, où Télé 50 sera bientôt captée grâce à une station en relais. Parlons musique classique avec le lancement le week-end dernier de Choristes sans frontières, l'initiative de la jeunesse congolaise, mais de dimension mondiale. Le lancement de l'idée a été accompagné par un concert magistralement donné par 3 sopranos évoluant à Kinshasa. 3 sopranos, c'est aussi le thème de ce concert de 2 heures environ dans l'amphithéâtre de Notre-Dame de Fatima. Et compositeurs classiques de tous les temps étaient au rendez-vous dans cette soirée aux allures d'une balade artistique.
Durant près de 2 heures, l'amphithéâtre de Fatima à la Gombe a vibré au son des 3 sopranos, 3 Congolaises qui ont signé de la plus belle de manière la sortie officielle de Choristes sans frontières. Invention certes congolaise, mais avec une vocation mondiale. Derrière les 3 sopranos, un chœur ponctuel, fait de jeunes et pris du beau sang, et qui ont su faire la joie du public, venus relativement nombreux les entendre. Du sport, avant de nous séparer, Jeux Olympiques Londres 2012, l'Afrique a remporté sa toute première médaille olympique en natation, une prouesse réussie par l'athlète sud-africain Cameron Van Der Berg. Par contre, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour la RDC, dont les athlètes conditionnent leur participation à la régularisation des primes. Plus de détails dans cet élément. Oscarisé Danny Boyle. 2 jours seulement ont suffi pour que le continent africain s'illustre dans ses 30e Olympiades, dont l'ouverture officielle riche en spectacles a eu lieu le vendredi 27 juillet dernier. Cette grosse performance africaine est à mettre à l'actif du Sud-Africain Cameron Van Der Berg, qui est devenu, depuis dimanche dernier, le champion olympique en natation dans les 100 mètres brasse. Le Sud-Africain a réalisé dans la nage libre 58 secondes 46, devançant ainsi l'Australien Christian Stinger, deuxième avec 58 secondes 93, talonné 10 secondes par l'Américaine Brendan Hansen. De quoi être satisfait. Je me rappellerai probablement durant les 8 prochaines années de ma vie. La première chose est d'y croire et après de l'accomplir, c'est ce qui s'est passé cette nuit. Cependant, il se pose un problème des primes côté congolais. Les athlètes sur place dans la capitale britannique menacent de boycotter ces Jeux si cette situation n'est pas régularisée. La somme de nos 4 athlètes, ça ne fait même pas la moitié de l'argent pour le frais de mission pour un Angolais. C'est pas correct. Nous avons besoin de cet argent, puisque cet argent doit nous permettre de garder notre performance et de nous préparer les prochaines compétitions. Nous sommes venus pour compétir, mouiller le maillot pour la nation, oui. On est là, donc on est prêt pour compétir. Mais nous voulons qu'il y ait un peu l'encouragement. Ce n'est pas ces 1500 € qui peut nous aider. Entre-temps, les programmes de Londres pour la RDC prévoient l'entrée en liste ce mercredi 1er août du boxeur Mwamba Meji en catégorie de super lourd devant l'Azerbaïdjanais Medjidov, champion du monde amateur en titre. Le souhait de l'opinion sportive congolaise est que ce problème des primes soit résolu le plus tôt possible. C'est un petit peu l'image et... Fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la revue de presse.